Bruno Retailleau. Bruno Retailleau. Bruno Retailleau. Bruno Retailleau. Bruno Retailleau. Bruno Retailleau. On renverse la table. Il y a du boulot. Hein. Ah oui, il y a du travail. Ah, vous êtes partout là. Voilà, monsieur le ministre. C'est bien. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on change un peu ce genre de choses. C'est pas la pétanque de la brigade. Non. Quand on arrive le long de la place, on sait qu'il va avoir contact. Pourquoi est-ce que nous, on serait plus royaliste que le roi? Qui, en France, peut soutenir que la dureté n'est pas du côté du régime algérien? Sur les visas que vous accordez aux imams algériens, est-ce que vous comprenez qu'il y a une forme d'incompréhension? Le président de la République a tendu la main depuis longtemps, depuis des années. Je pense que le voile, c'est un signe qui sépare les hommes et les femmes. On a donné beaucoup à l'Algérie en termes de gestes mémoriels. Ces mêmes personnes qui reconnaissent vos déclarations comme justes et comme sincères disent aussi que vous manquez de résultats concrets. Pour autant, j'aurai des résultats, j'en ai déjà d'ailleurs en matière d'immigration. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Simple question, comment ça va? Ça va vite. Ça va même très vite. Et ça, le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère de l'urgence. C'est un ministère qui vous met sur la brèche le jour, la nuit, la semaine, le week-end. On dit que le poste de ministre de l'Intérieur est le plus intense que la 5e République, que le gouvernement puisse offrir. Est-ce que c'est vrai? Ah, je ne vais pas comparer avec les autres, mais je me souviens d'Édouard Philippe, qui avait été à la fois Premier ministre et il avait fait un intérim de plusieurs semaines au ministère de l'Intérieur lorsque Gérard Collomb avait démissionné. Et il m'avait dit que pour lui, le plus épuisant, c'était le ministère de l'Intérieur. Alors, commissariat mobile. Vous allez me la présenter. C'est une bonne chose pour nous de façon globale puisque ça amène de la présence policière le matin et donc ça gêne forcément un petit peu le trafic. Après, est-ce que nous, habitants au quotidien, on a besoin d'aller faire des démarches auprès du commissariat? Pas forcément. Ce qui nous intéresse plus, c'est les pratiques de police. C'est pas suffisant, monsieur le ministre. Ouais. En fait, moi j'habite sur le Tour Beria. Je peux vous dire que on est gangréné par le trafic. Alors j'espère, je vois monsieur le maire, j'espère que vous avez trouvé un accord. Justement pour qu'il y ait plus de vidéoprotection. Parce que je peux vous dire que ça a un impact vraiment au quotidien. Sur notre sommeil, sur notre façon. Sur notre capacité à sortir aussi, parce que sur nos familles. Sur notre famille. Les collégiens peuvent pas être quelquefois coincés à l'intérieur du collège. C'est déjà arrivé parce qu'il y avait des tirs sur la place. Il y a des sorties scolaires qui sont interdites. Vraiment. Monsieur le ministre, il y a également Cédric Somersan qui va vendre. Bonjour, je viens d'arrêter mon service. Bonjour. Voilà. Quel commerce justement. Voilà. Nous, en tant que commerçants, en fait, on est mieux au courant que la police si vous voulez. C'est vraiment cette fois, en fait, où ça se passe. Vous avez un dialogue avec la police? Évidemment, il faut. Avec la préfecture, avec les élus de la ville. Et notre souhait aussi, par cette interpellation-là aujourd'hui, c'est de favoriser les collaborations, je vois que monsieur le maire est derrière, entre les différents services, parce que ce qu'on a, nous, au sein du collectif, ressenti souvent, c'est un renvoi de balles. C'est pas notre périmètre, c'est pas le bon service, c'est pas le bon interlocuteur, c'est pas moi, c'est l'État. Et en fait, nous, le problème, c'est qu'en tant qu'habitants, on souffre de ce cloisonnement de missions et de divergences politiques aussi, qu'on peut très bien comprendre. Mais nous, habitants, on aimerait bien que les divergences de temps en temps soient mises de côté et que peut-être il y ait plus de caméras, monsieur le maire. Il y a à peu près 120, je crois, caméras. Pour comparer, je ne vais pas partir dans un autre département, je reste en Isère. Vienne, vous connaissez, 31 000 habitants. J'ai vu tout à l'heure le maire. Je lui ai posé la question. À la fin de l'année, il y aura plus de 300 caméras à Vienne. 31 000 habitants, 120 à, bien sûr, Grenoble, 160 000 habitants, cherchez l'erreur. Dans son combat contre la violence, contre l'insécurité et contre l'extrême gauche qui ne cesse de le diffamer, Bruno Retailleau peut s'appuyer sur notre partenaire du jour, à savoir l'Observatoire des violences politiques. L'Observatoire des violences politiques est un nouveau média dédié exclusivement à l'étude des violences d'extrême gauche. Vous en avez assez de voir tous ces militants de droite être agressés, toutes ces vitrines cassées, tous ces policiers attaqués. Malheureusement, vous ne voyez que la partie émergée de l'iceberg. L'Observatoire a pour mission de médiatiser toutes les violences de l'extrême gauche, lesquelles sont habituellement passées sous silence par les grands médias. Rien qu'en 2024, l'Observatoire a relevé un total de 174 méfaits commis par l'extrême gauche. L'objectif de ce média est de mettre en lumière toutes ces organisations et leurs membres violents afin de mettre fin à l'omerta autour de leurs agissements. Sur le site internet de l'Observatoire, vous trouverez des brèves quotidiennes qui traitent des violences de l'extrême gauche dont personne ne parle. Saviez-vous que des antifas ont tenté de mettre le feu aux locaux du Parti socialiste à Carhaix en Bretagne
Bretagne, ou que des anarchistes ont brûlé des engins de chantier pour soutenir un opposant à l'autoroute A69 en prison pour avoir brûlé des engins de chantier. Plus encore, vous pourrez lire des enquêtes exclusives avec des informations inédites. La dernière porte sur le profil des casseurs du bar de Bazar, dégradé le 10 juin 2024 en marge d'une manifestation d'extrême gauche. L'Observatoire propose également des dossiers sur des sujets compromettants pour l'extrême gauche. Le dernier dossier expose 6 ans de violences impunies par la jeune garde, un cas d'école pour une dissolution immédiate. Monsieur Retailleau disposa d'un véritable décret de dissolution servi sur un plateau. L'Observatoire fonctionne de manière collaborative. Pour devenir rédacteur ou leur transmettre des informations, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche. Et pour ne rien rater des publications de l'Observatoire, inscrivez-vous à la lettre d'information hebdomadaire en scannant le QR code. Et vous pouvez faire la même chose pour les suivre sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai dit avec ce matin. C'est pas une question de droite, de gauche, d'écologie ou autre. C'est un combat qui doit être désormais une cause nationale. Vous avez ensuite évoqué une divergence de point de vue dans la stratégie. Il y a une stratégie qui s'inscrit dans le tout répressif en espérant être plus efficace que ses 6 prédécesseurs pour juste mes 11 ans de mandat de maire. Moi, je considère que quand on est en échec général, il faut changer de stratégie. Il n'y a pas de raison que les mêmes stratégies n'amènent pas les mêmes effets. Il y a aussi un double discours dans un discours qui dit veut s'inscrire dans la durée, et d'un autre côté, c'est le 7e ministre de l'Intérieur. On sait que l'incertitude ministérielle en France est assez élevée, et on sait que par ailleurs, il est en campagne, et d'ailleurs il est à Grenoble en campagne, pour prendre la tête des LR avec des ambitions présidentielles assumées. Donc le décalage entre c'est un travail de longue durée et moi je suis là pour juste quelques temps, le temps de me faire un nom, et c'est fait un nom, ça marche. C'est ça qui est un petit peu désespérant, c'est que ces stratégies ça sert au fond de commerce médiatique et politique fonctionne. Ça a fonctionné pour M. Sarkozy, ça a fonctionné pour M. Valls, ça a fonctionné pour M. Darmanin et ça fonctionne encore pour M. Retailleau. Le peuple français a mûri et il voit bien que la France est en train de tomber. Et que si on ne veut pas qu'on tombe, il faut réagir fermement. On reprend les rênes. Voilà. C'est ce que j'ai voulu prouver, que la politique ne débouche pas sur l'impuissance et que la droite, quand elle exerce des responsabilités gouvernementales, elle est capable d'être fière. Clémence Guettet, la députée de la France Insoumise, a dit que les attentats en France, c'était l'extrême droite. Les attentats aujourd'hui dans notre pays, c'est l'extrême droite en fait. Non, mais c'est une déclaration scandaleuse, absolument idéologique. Madame Guettet devrait savoir que, là encore, à Mulhouse, celui qui a agi, c'est un terroriste islamiste. Mais il y a cette extrême gauche qui, en France, ferme les yeux. Mais la réalité, on la voit. Et d'ailleurs, les Français s'en aperçoivent, ils le sentent, ils le voient. Depuis le début de votre mandat, on assiste à un réel bras de fer diplomatique avec l'Algérie. Qu'est-ce que c'est l'Algérie aujourd'hui pour vous? Est-ce que c'est un adversaire? Est-ce que c'est un ennemi? C'est un simple vis-à-vis? L'Algérie, non. C'est le régime algérien. Le président de la République a beaucoup tendu la main, notamment pour tenter de cautériser les plaies mémorielles d'une histoire qui n'a pas toujours été simple entre les deux pays. Mais le problème est que le régime se nourrit en réalité d'un rapport de force en notre défaveur. Boualem Sansal a été injustement arrêté, il est aujourd'hui injustement détenu, il est âgé, il a un cancer et surtout l'Algérie en réalité prospère sur un sentiment anti-français. La surenchère du durcissement ne réglera rien. Et en tout cas, ce n'est pas sur la scène publique et aux 20h de TF1 qu'il faut le faire. Donc là, je trouve qu'il y a une forme d'amateurisme. Un mot sur le ministre comme vous êtes. Il y a des critiques sur les propos que vous avez tenus via l'Algérie. Jugez tout brutaux. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Quel est le plus brutal quand on sait que le régime algérien a enfermé un homme âgé de 80 ans qui a un cancer et qui se porte mal, qui l'a privé de son avocat et les proches ont indiqué qu'il devait changer d'avocat parce que cet avocat était juif. Et attendez, je rêve. Qui en France peut soutenir que la dureté n'est pas du côté du régime algérien? Moi je dis les choses telles que je les pense. Voilà. Et si ça dérange les uns les autres, c'est pareil. Voilà. David Pin dit ce n'est pas la prérogative du ministre de l'Intérieur de faire ça. Ce message doit être porté par le président de la République et le ministre des Affaires étrangères. En l'occurrence, M. Retailleau n'est pas placé, il n'est pas dans la fonction qui est, dans la responsabilité qui est la sienne pour faire cela. Mais je m'en fiche, comme de ma première chemise. Voilà. Il y a un homme, sa vie est en danger. Il y a un pays qui méconnaît le droit international. M. de Villepin devrait connaître le droit international. La Convention de Chicago, l'accord que nous avons passé entre les deux pays en 1994. Non, moi je n'admets pas que la France soit humiliée. Voilà. Il y a peut-être des Français qui ont une autre vision que moi. Moi j'aime mon pays. Voilà.
Et la France n'a pas mérité, d'autant plus que le président de la République, depuis des années, tend la main. Est-ce qu'on a été payé de retour? Non. Voilà. Donc les choses doivent être claires. Et comment est-ce que vous expliquez que ce sentiment anti-français, cette repentance, est aussi nourrie par des Français? Je pense à Jean-Michel Apathy. Vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre. Vous comparez ça? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Quand je parle de déconstruction, c'était aussi cette vision, comme l'avait très bien dit un jour Jacques Julliard, lacrymale et pénitentielle de notre histoire. Tout a été fait pour disqualifier la France. Ces gens-là, en grattant les plaies mémorielles, ont un objectif, diviser les Français, mais aussi les culpabiliser. Faire en sorte de provoquer une sorte de dégoût pour faire que les Français se détournent de la France. Parce que quand un pays est moralement affaibli, il est dans tous les sens du terme. Vos opposants politiques de droite, on va dire, vous estiment, vous reconnaissent une cohérence d'esprit, saluent certaines de vos déclarations. Comment vous expliquez cette forme de consensus qui peut exister d'Édouard Philippe jusqu'à Éric Zemmour? Ce que je sais, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est que je suis animé par un esprit de vérité et de sincérité. Je pense que la parole publique a été, comment dirais-je, beaucoup affaiblie parce qu'il y avait une sorte de désalignement entre le fort intérieur, les convictions et les mots qui sortent des lèvres. Personne ne peut douter de ma sincérité. Les convictions que j'ai, je les avais hier. Je n'ai jamais changé d'opinion sur les questions qui me préoccupent maintenant. Et je suis aussi animé d'un sentiment patriotisme qu'on peut peut-être ressentir. Peut-être ces deux aspects qui font que ces gens-là considèrent que mon action est authentique. Là, la visite continue juste derrière moi. Vous pouvez le voir avec ces bouées jaunes. C'est un barrage mis en place par les services de sécurité pour limiter évidemment les entrées illégales sur le sol français. Et tout ce dispositif est présenté actuellement au ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, et à la ministre britannique, Yvette Cooper. À quoi ça ressemble, sur quoi voyagent les migrants? Donc ils arrivent avec ça pour lancer, pour empêcher les forces de l'ordre d'approcher des bateaux. Ce sont des pompes avec lesquelles en 10-20 minutes ils gonflent le bateau. Un bateau qui n'a pas de fond. Ça se plie en portefeuille. Oui. Ça peut se déchirer et c'est là où on a des naufrages. Et vous lancez ce genre de choses. C'est pas la pétanque de la brigade. Non. Yeah. Vous avez aussi les cailloux de ballast. En fait, comme il y a beaucoup de voies de chemin de fer, ils prennent les. Voilà, ça fait encore plus mal. Et ce petit bateau, ils partent pas avec ça. Si. Avec ces petits C'est une nouvelle tendance qu'on observe depuis 2 mois environ. Et combien, vous pouvez trouver combien de migrants à bord d'un bateau comme ça? 70 environ. 70. En précisant, Monsieur le ministre, qu'on a été jusqu'à 80, voire au maximum 110 migrants sur un bateau de ce type. Quand on arrive le long de la plage, on sait qu'il va y avoir contact entre les effectifs de police et les migrants. Ce sont essentiellement des véhicules donc, immatriculés à l'étranger qui amènent le matériel. En général, la base logistique est en Allemagne et vous avez en fait les passeurs qui chargent des packages complets avec moteur, bidon d'essence, des bateaux comme ça. Alors là, pour le coup, pour revenir au terrestre, pour montrer que le terrestre est plus facile pour nous parce que là, quand le bateau est sur terre, notre mode d'action est connu. Donc là, j'ai tous les véhicules qui ont permis de ramener un maximum de gendarmes au plus près du bateau. Ah oui. On voit les buggy dont vous parliez exactement, qui a permis de manœuvrer, de venir sur place. Là, vous le crevez là. Exactement. Typiquement une neutralisation. Et là, une fois que le bateau est crevé, vous voyez, l'action s'arrête. L'eau est à combien de degrés? L'eau est en ce moment, elle est à 8 degrés. Vous êtes confronté maintenant à la problématique des taxi-boats. Les bateaux sont déjà dans l'eau et où les migrants rentrent dans l'eau pour ensuite embarquer. C'est la grosse problématique qu'on a. Qu'est-ce qu'il faudrait pour éviter ça en tactique? Là, on est plus dans une intervention en mer. Il faut que ce taxi-bot ne vienne pas prendre des migrants. En fait, l'enjeu, c'est qu'une fois qu'il est à l'eau, c'est l'empêcher d'accéder. Et vous n'avez pas vous-même des semi-rigides, par exemple, qui vous permettraient de vous interposer? Et là, on bascule dans le volet secours, le SAR. Tant que la doctrine n'évolue pas, on va faire le secrétaire général
Et en fait, il va y avoir un changement, il va y avoir une nouvelle nomination. Il est relié directement, Jean-François, au Premier ministre et on va faire une réunion pour essayer d'élaborer une nouvelle doctrine d'intervention. Ces mêmes personnes qui reconnaissent vos déclarations comme justes et comme sincères disent aussi que vous manquez de résultats concrets. Est-ce que vous êtes victime de ce culte de l'instantanéité qui vous empêche d'avoir des résultats à court terme? Forcément, parce qu'on ne peut pas réparer en quelques semaines, en quelques mois, des années de laxisme. Pour autant, j'aurai des résultats, j'en ai déjà d'ailleurs en matière d'immigration. Par exemple, sur les 9 premiers mois de l'année dernière, la délivrance, notamment pour les titres de séjour, c'était à environ 32 000 par mois. Et les 3 mois où j'étais ministre de l'Intérieur, c'était 2 fois moins. Par exemple, sur les rodéos urbains, on a 44% de plus de confiscation d'engins, etc. Donc je ne doute absolument pas que ces résultats s'amplifieront et que les politiques que j'ai mis en œuvre, que ce soit pour le narcotrafic, pour la sécurité du quotidien, mais aussi contre l'immigration, cela produira ses effets. Sur les visas que vous accordez aux imams algériens, est-ce que vous comprenez qu'il y a une forme d'incompréhension chez certains sympathisants de droite? La laïcité n'est pas le laïcisme. Et moi je préfère, puisqu'il ne s'agit pas d'imams qui viendront s'installer en France, ce sont ce que l'on appelle des psalmodieurs qui viennent pour le ramadan. C'est extrêmement encadré, on vérifie évidemment le caractère compatible avec les principes de la République, mais je préfère précisément avoir cet encadrement très strict pour que nos compatriotes de confession musulmane puissent pratiquer leur foi de façon compatible avec les principes de la République, plutôt que de laisser cours à des imams qui ne seraient, eux, pas contrôlés. Et alors, malgré tous ces enjeux, qu'est-ce qui vous a décidé de vous engager dans la présidence LR? Parce que j'ai vu se lever une espérance, une fierté, des Français qui partagent mes convictions et que je me suis senti comptable de cette espérance, de cette fierté retrouvée, puisque pendant des années, notre électorat, nos militants auraient pu désespérer. Ils ont à la fois encaissé des défaites, parfois des trahisons, souvent des déceptions. Et j'ai senti ce mouvement, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui se réveillait dans la droite française. Et ça me donne des devoirs. Laurent Wauquiez, votre principal adversaire, dit que votre poste de ministre de l'Intérieur n'est pas compatible avec cette élection. Qu'est-ce que vous répondez? Que Jacques Chirac était à la fois Premier ministre et président du RPR, que Nicolas Sarkozy, que le Premier ministre actuellement était à la fois maire de Pau, président de parti, le MoDem, Premier ministre. Voilà, donc non, moi je pense que c'est totalement compatible. Quand on fait de la politique, on la fait à fond. Je pense que le ministre de l'Intérieur, si j'étais président de LR, confortera le président de LR et inversement, le président de LR confortera le ministre de l'Intérieur. J'ai une dernière question à vous poser. À la cérémonie du trombinoscope, où vous avez été élu ministre de l'année, vous avez dit que vous étiez un homme du monde d'avant. Je ne sais pas si le jury a réalisé à quel type de personnalité il remettait ce soir ce prix. Parce qu'en réalité, je suis un homme, un élu, une figure politique du monde d'avant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que je ne suis pas une soucoupe volante qui s'est posée sur le paysage politique brutalement. Ça signifie que j'ai fait mes classes, j'ai eu un parcours d'élu territorial très enraciné. Je pense que c'est important. J'ai présidé une intercommunalité, un département, une région. Et j'ai senti combien ce parcours territorial, combien cet enracinement, combien ces responsabilités m'avaient préparé à la fonction ministérielle. Et j'ai voulu le rappeler. Je pense, moi, que la politique, ce sont aussi des enracinements dans le temps long.